Alors, aujourd'hui, on s'attaque à l'une des lois les plus percutantes et, disons-le, controversées de Robert Greene, la loi numéro 10. C'est vraiment une règle fondamentale pour protéger sa propre vie du chaos. Comment? En évitant l'influence de ces personnes qui semblent, attirer le malheur comme des aimants. C'est un principe psychologique fascinant et on va le décortiquer ensemble. Dès le départ, la loi frappe fort avec cette idée. On peut mourir du malheur d'autrui. C'est une affirmation brutale, oui. Les états d'âme, les émotions et même le malheur, ça se transmettrait comme un virus. Attention, Robert Greene ne parle pas du tout de superstition ici, non. C'est un phénomène psychologique bien réel. L'instabilité des autres, elle peut tout simplement déteindre sur nous et venir saboter notre propre équilibre. Alors, pour décortiquer cette loi, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir le principe, la psychologie derrière tout ça. Puis, on passera à une étude de cas, l'histoire de Lola Montez. Ensuite, très important, le diagnostic. Comment reconnaître un infecteur. Après, le remède, la stratégie à adopter. Et on terminera sur une note constructive, comment utiliser cette contagion mais de manière positive. Allez, on attaque la première partie, la contagion du malheur. Et c'est un point absolument crucial à comprendre. Il ne s'agit pas de superstition, mais bien de psychologie. Cette loi, elle ne parle pas d'une sorte de malchance mystique, pas du tout. Elle parle de schémas psychologiques, des schémas concrets, observables, qui mènent certaines personnes, et par la même occasion leur entourage, droit à la catastrophe. L'idée centrale, c'est vraiment ça. Certains individus semblent tirer le désastre. Mais attention, ce ne sont pas juste des victimes passives de la malchance. Non, ils génèrent activement le chaos. Comment? Par leurs décisions, leur instabilité profonde, leurs actions. Et le vrai danger, c'est que ce chaos est contagieux. Il a ce pouvoir d'entraîner les autres dans une véritable spirale destructrice. Et pour bien comprendre, Greene nous donne une définition précise, l'infecteur. Il ne faut pas le confondre avec quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, un moment difficile temporaire. Non, l'infecteur, c'est une personne qui attire activement le malheur sur elle-même et sur les autres. C'est son caractère, ses actions déstabilisantes qui sont en cause. En fait, cette personne vit dans un état de crise permanent. C'est un véritable schéma de vie, pas juste un accident de parcours. D'ailleurs, Montaigne l'avait déjà compris il y a des siècles. Quand il parle du risque d'être près des malades, il dit en substance qu'on oublie souvent que notre propre santé pourrait s'aggraver. C'est exactement ça. Le risque, c'est qu'on a bien plus de chances d'être contaminé par leur état que de réussir à les guérir. L'image est forte. C'est comme essayer de sauver quelqu'un qui se noie. Si on ne fait pas attention, cette personne s'agrippe et nous entraîne vers le fond. Bon, maintenant que le principe est posé, voyons comment ça se manifeste concrètement. Et pour ça, rien de tel qu'une étude de cas. L'exemple historique que Robert Greene choisit est absolument parfait, l'histoire destructrice de Lola Montez. C'est une femme qui incarne à la perfection le pouvoir dévastateur de ce genre de personnalité. Alors, qui était Lola Montez? C'était une danseuse du 19e siècle dont le charisme était, disons-le, légendaire. Mais ce charisme n'avait d'égal que le chaos qu'elle laissait dans son sillage. En réalité, elle s'appelait Marie Gilbert, mais elle s'est complètement réinventée en danseuse espagnole, exotique, mystérieuse. Elle était séduisante, captivante, et elle attirait les hommes les plus puissants d'Europe. Le problème, c'est que cette attraction avait un coup terrible. Et quand on regarde sa trajectoire, c'est édifiant. Le schéma est constant. En 1845, Alexandre Dujarrier, un rédacteur en chef très prometteur, est tué dans un duel à cause d'elle. Entre 1846 et 1848, c'est le roi Louis Ier de Bavière qui est tellement subjugué par elle qu'il finit par perdre son trône. En 1849, George Ald, un jeune officier, voit sa carrière ruinée et meurt dans la misère. Et ça continue de 1853 jusqu'à sa mort. C'est une succession de faillites, d'alcoolisme, de morts prématurées pour tous ceux qu'elle a épousés ou avec qui elle a travaillé. Quiconque entrait dans son orbite finissait par payer un prix exorbitant. L'épisode le plus incroyable, c'est son influence sur le roi Louis XV de Bavière. C'est vraiment le sommet de son pouvoir de contagion. Son drame personnel est devenu un drame national. On parle d'émeutes, d'une instabilité politique majeure. Tout ça a mené à l'abdication forcée du roi en 1848. Elle a à elle seule déstabilisé un royaume entier, simplement parce qu'un roi amoureux a pris des décisions désastreuses sous son influence. Le schéma était donc limpide. Que ce soit par amour ou pour les affaires, toute association avec Lola Montez se terminait de la même manière, la ruine, la disgrâce ou la mort. Le point clé, c'est de comprendre qu'elle était une source d'instabilité si profonde, si intrinsèque à sa personnalité, que personne ne pouvait y échapper. Elle était littéralement le centre d'un tourbillon qui emportait tout sur son passage. Bon, l'histoire de Lola Montez est fascinante, c'est une vraie mise en garde. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment on applique cette leçon aujourd'hui ? On passe donc au diagnostic. Comment reconnaître une personne infectieuse dans la vie de tous les jours ?
Pour ça, Green nous donne une sorte de checklist des symptômes très clairs. D'abord, un passé turbulent, rempli de chaos. Ensuite, une longue, très longue série de relations brisées, que ce soit en amitié ou en amour. Souvent, un parcours professionnel très instable, une tendance à toujours se présenter comme une victime des circonstances. On remarque aussi que leur malheur semble souvent auto-infligé, provoqué par leur propre choix. Leurs émotions sont très puissantes et créent constamment du chaos autour d'eux. Et enfin, le point peut-être le plus important, un refus total d'apprendre de leurs erreurs. Le conseil de Green est simple, il faut juger les gens sur les effets concrets qu'ils ont sur le monde, pas sur les belles histoires qu'ils racontent. Ok, alors une fois qu'on a reconnu les signes, qu'on a posé le diagnostic, quel est le remède? Là-dessus, la réponse de Robert Greene est directe, sans compromis. C'est la stratégie de la quarantaine. La consigne est claire. Une fois qu'on a reconnu un infecteur, il ne faut ni discuter, ni essayer d'aider, et surtout ne pas le présenter à ses amis. Pourquoi une telle radicalité? Parce que, selon Green, toute tentative d'aide ou de raisonnement est vaine. Ces personnes sont enfermées dans leur schéma destructeur. En essayant de les sauver, on prend le risque immense de se faire entraîner avec elles. La seule action vraiment protectrice, c'est de s'éloigner, de créer de la distance. La solution est donc une stratégie en plusieurs étapes, mais qui va toujours dans le même sens. Étape 1, juger les gens par les effets tangibles qu'ils produisent, et non par leur justification. Étape 2, apprendre à reconnaître les signes avant d'être trop impliqué émotionnellement ou financièrement. Étape 3, très important, ne pas offrir de pitié ou tenter un sauvetage. Ces personnes entraîneront les autres dans leur chute, et donc, étape 4, fuir la contagion ou alors se préparer à en subir les conséquences. C'est une stratégie purement défensive. C'est une question d'autoprotection de son énergie, de son temps, de sa stabilité. Le seul coup gagnant, c'est de refuser de jouer à leur jeu. Voilà pour le côté défensif de la loi. Mais ce qui est passionnant, c'est que cette loi a un revers, une face lumineuse. On va donc voir maintenant l'inoculation. Comment utiliser ce même principe de contagion, mais de manière positive, à notre avantage. Parce que oui, l'inverse de la loi est tout aussi vrai. Les qualités positives sont aussi contagieuses que les négatives. C'est ça le cœur de la stratégie d'inoculation. Si le malheur et l'instabilité sont contagieux, eh bien la réussite, l'énergie, la stabilité et le bonheur le sont aussi. Et ça, c'est un levier qu'on peut utiliser de manière très stratégique pour sa propre croissance. Le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a les signes de l'infecteur. Il attire la calamité, il est dans une insatisfaction chronique, une instabilité émotionnelle, des schémas destructeurs. Et de l'autre, les signes d'une influence positive. Une personne qui attire le bonheur, qui a un dynamisme, une énergie naturelle, qui fait preuve d'intelligence, qui connaît le succès et qui a une grande stabilité émotionnelle. Au fond, la loi nous pousse à faire un choix conscient, celui de s'entourer de personnes dont les qualités nous élèvent, plutôt que de subir passivement l'influence de celles qui nous tirent vers le fond. Et même les plus grands ont utilisé ce principe. Prenez Napoléon. Lui, le soldat corse un peu brut de décoffrage, a délibérément gardé à ses côtés le très courtois, spirituel et raffiné Talleyrand. Pourquoi? Il espérait absorber un peu de la grâce et de la culture aristocratique qui lui faisait défaut. C'est un exemple parfait d'utilisation consciente de l'association positive pour s'améliorer soi-même. Grun donne d'ailleurs des pistes très concrètes pour appliquer cette stratégie de croissance. Si on est d'un naturel un peu sombre, un peu pessimiste, il faut s'associer avec des gens gays et optimistes. Si on a tendance à être un peu avare, il faut fréquenter des gens généreux. Si on est enclin à l'isolement, eh bien il faut se forcer à être au contact de personnes sociables. Et la règle d'or, ne jamais s'associer avec ceux qui partagent nos propres défauts, car cela ne ferait que les renforcer. C'est une sorte de thérapie par l'association. Finalement, le grand stratège du XVIIe siècle, Balthazar Gracian, avait déjà tout résumé en une phrase. Connaître les gens heureux pour s'en servir et les malheureux pour s'en écarter. Ça peut sembler dur, mais ça résume parfaitement la loi. Le choix de son entourage n'est pas anodin, c'est une décision stratégique de la plus haute importance. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais simplement d'être lucide sur l'impact immense que les autres ont sur notre destin. Et c'est ça, le point absolument crucial à retenir de cette loi 10. Les personnes avec qui on s'associe sont essentielles. C'est aussi simple que ça. Nos associations vont soit nous élever, soit nous entraîner vers le bas. L'environnement social et professionnel n'est pas juste un décor, il nous façonne activement. Donc protéger son cercle, le choisir avec un soin infini, c'est l'une des actions les plus fondamentales pour quiconque aspire à la maîtrise de sa propre vie. Et tout cela nous amène à une question de fond, une question essentielle à se poser. Qui, dans notre environnement, nous élève et qui nous tire vers le bas? Appliquer cette loi, ça commence par cette simple évaluation, une évaluation honnête de son entourage. C'est un exercice qui peut être difficile, oui, mais qui est potentiellement transformateur.